Le compte à rebours est lancé. La mobilisation massive doit se poursuivre d'ici le 20 juillet. Mettez TVL hors de danger. Chers amis de TV Liberté, notre chronique cinéma que vous attendez. Bonjour Renaud. Bonjour Anne. Alors, nous vous rappelons le très bon film qui est La Venue de l'avenir, le film de Cédric Klapisch. Depuis que j'en parle, il y a beaucoup de téléspectateurs qui l'ont vu et les retours sont enchantés. Je dois dire que la grande critique de cinéma qui s'appelle Marie-Noëlle Tranchant a aussi trouvé le film exquis et très signifiant. C'est à plus d'un titre puisque c'est l'histoire d'une jeune femme en Seine-Maritime, on disait jadis la Seine inférieure, entre Le Havre et Fécamp, qui quitte sa ferme. Elle a été élevée par sa grand-mère, elle quitte sa ferme. Elle quitte un jeune paysan qu'elle aime et qui l'aime pour aller retrouver sa mère à Paris, sa mère qui a vécu avec le peintre Monet et qui, bien sûr, n'est pas dans un état très satisfaisant pour sa fille. Je ne vous en dis pas plus. Si ce n'est d'aller le voir. Et si ce n'est d'aller le voir. Si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Parce que c'est un très très joli film avec un mouvement d'aller-retour entre l'époque contemporaine et l'époque, le début du siècle, puisque une famille se retrouve avec cet héritage d'une maison, encore une fois, entre Le Havre et Fécamp. Voilà. À vous. Oui, alors vous vouliez qu'on revienne sur un film de quelques années, qui est malheureusement en rapport avec l'actualité. Oui. Nous parlons de l'actualité, cette actualité morbide sur l'euthanasie. Alors vous avez eu l'idée, on vous en parlait de Soleil Vert. Ce film culte que certains ne connaissent peut-être pas. Non, il a vraiment ses fans, ses fans absolus. Puis d'autres ignorent même l'existence de ce film. Alors Soleil Vert, c'est un film qui date des années 70, c'est un film qui se passe en 2022. Oui, 2022, mais imaginez il y a 50 ans. Oui. Ce film américain est dans le registre futuriste. Oui. Science-fiction. Science-fiction, oui, c'est ça. C'était un film d'anticipation, un peu le modèle Le meilleur des mondes ou 1984. Donc le rôle principal, c'était Charlton Heston, bien sûr, le fameux Ben-Hur. Oui. Alors, de quoi est-il question dans Soleil Vert ? Dans ce New York de 2022, tel qu'imaginé il y a 50 ans, il y a une surpopulation, le monde vit dans la pauvreté et dans la chaleur, une chaleur assommante. C'est-à-dire qu'il y a deux mondes. Il y a les très pauvres qui sont très très nombreux, qui dorment dans la rue, et puis les très riches qui, eux, ont le droit à avoir l'eau courante, l'eau chaude et de la bonne nourriture. Les autres, eux, mangent quoi ? Alors justement, nous ne pouvons pas répondre à cette question parce que ce serait divulguer la fin. Ce serait dommage parce que Soleil Vert est un film qui se caractérise par sa fin surprenante. À la limite, le seul élément qu'on pourrait donner, c'est que c'est en lien avec l'euthanasie et où on voit notre personnage principal, joué par Charlton Heston, qui assiste impuissant à l'euthanasie d'une personne. Oui, voilà. Absolument. Bon, alors, on peut dire ça, voilà, on a réussi à donner des éléments tout en ménageant le suspense pour ceux qui voudront le voir. Le drame, c'est que j'ai vu dans les journaux qu'on allait liquéfier les morts pour pouvoir les répandre après dans la nature. Ça se fait déjà, voilà. Avec de la terre aussi, en fait. Voilà. Du terreau, donc, c'est quand même très bizarre. Donc on y est presque, et la science-fiction est notre pain quotidien.
d'autres films Renaud. Soleil vert, et il se trouve sur Internet. Vous tapez Soleil vert et votre soirée est... Oui, enfin, le DVD, il faut le trouver. Alors que Internet, c'est pas mal. Comme on avait trouvé. Oui, ça va plus vite. On peut trouver beaucoup de belles choses sur Internet. On peut trouver le journal de TV Liberté, par exemple, sur Internet. Absolument. Voilà. Et l'émission Perles de Culture. Voilà. Alors, il y a un autre film, toujours sur un sujet grave, et cette fois-ci beaucoup plus récent, dont j'aimerais parler, c'est le film Sound of Freedom. Oui, on en a pas parlé depuis le début de nos émissions. Non, parce qu'il était avant que nous. Oui, bien sûr. Sinon, on aurait fait, je pense, une émission tout entière là-dessus, n'est-ce pas ? Parce que ce film est un sujet grave. On parle du trafic d'enfants. Sound of Freedom avec Jim Caviezel est sorti en 2023. Oui. Nos amis de Terre de Mission avaient reçu son réalisateur, Alejandro Monteverde. Oui. Donc, c'est un film, il faut le regarder, pas avec de jeunes enfants, ni avec des hommes sensibles, parce que c'est un film dur, il n'y a pas d'image violente, mais la violence est suggérée. Et donc, oui, on passe pas forcément un moment très sympathique, mais c'est un film qui fait réfléchir, et c'est aussi un film qui... nous distrait parce que c'est un film qui est vraiment captivant, bien monté, bien joué, avec des scènes d'action, des scènes spectaculaires. Moi, je ne mettrais pas le mot distrayant, moi, je ne peux pas le regarder. Distrayant en un sens, si vous voulez. C'est un film, en fait, un film d'aventure où le héros combat des trafiquants. Oui, absolument. Voilà. Mais c'est un film distrayant où le sujet est grave. On vient d'apprendre qu'il y avait des containers qui transportaient des enfants en très bas âge. Des containers. Voilà, donc malheureusement, ce film est bien connecté à la réalité, à l'actualité. Donc il faut le voir, surtout pour même l'encourager, parce qu'il a eu une très faible diffusion en France. Vous avez raison. Les médias mainstream n'en ont pas beaucoup parlé. Vous avez tout à fait raison. Nos amis Terre de Mission ont reçu leur réalisateur, mais bon... Et vous avez d'autres films, un petit rappel de l'année. Justement, faisant un petit rappel, toujours une œuvre d'Alejandro Monteverde, le film Cabrini. On en a déjà parlé, vous avez beaucoup aimé. Production Sage. Distribué par Sage. Oui, distribué par Sage. Je trouve que c'est très pertinent d'en parler maintenant. Nous en avions parlé déjà l'année dernière. L'histoire d'une religieuse en Italie qui, au début du siècle, et qui veut partir en Chine. Et son évêque lui dit non. Elle va finir par voir le pape. Le pape Léon XIII. Léon XIII. Le pape, avec beaucoup de clairvoyance, dit que cette femme a quand même beaucoup d'énergie en elle. Et il lui dit, écoutez, partez à New York. Nos frères italiens sont dans une situation épouvantable, puisque les grands banquiers et les grands protestants leur faisaient construire tout New York, mais les faisaient dormir dans les sous-sols, dans les souterrains de New York, et donc ils y crevaient de pleurésie, de consomption. C'était épouvantable. Voilà. Et elle va réussir à créer des hôpitaux, créer des orphelinats. Oui, elle va avoir une vie impressionnante. Et alors pourquoi je trouve que c'est intéressant d'en redire un mot ? Parce que c'est particulièrement d'actualité. Oui. Sainte Françoise Xavier Cabrini a été canonisée par le pape Pie XI, vers la moitié du XXe siècle à peu près, enfin dans la première moitié. C'était à cette époque-là la première sainte canonisée ayant la nationalité américaine. Parce qu'elle était italienne, mais elle a été naturalisée américaine. Elle a eu le bout de papier pour avoir sa double nationalité. Donc, cette nationalité américaine, elle avait. C'est donc la première fois que les États-Unis comptaient un saint, en l'occurrence une sainte, canonisée. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons un pape qui vient de ce pays. C'est quand même un drôle de lien avec l'actualité. Le pape Léon XIV... Il est aussi d'origine très européenne. Il est aussi d'origine un peu française aussi. Avec Robert Prévost, au début, je me suis dit, mais c'est un Français. Mais c'est intéressant, il a choisi pour nom Léon, en référence précisément à Léon XIII, qu'on voit dans le film au début, ce qui permet de voir un peu tout l'intérêt que ce pape, Léon XIII, avait pour le continent américain. Oui. Ça permet de redécouvrir un peu tout le rôle qu'il a eu. Oui, il avait un intérêt pour le continent américain, mais il avait aussi l'intérêt des catholiques en situation de péril aux États-Unis. Oui, bien sûr, tout à fait. Voilà. Ouais.
Et puis après, alors un autre film. Alors je pense que ce qui est bien en fait, c'est de maintenant que cette année se termine, qu'on va tous partir en vacances d'été, qu'on va tous partir à la plage, à la montagne ou dans le sud, dans le Var. Ou ne pas partir du tout. Pas partir du tout, mais ce qui n'empêchera pas d'avoir des petites séances DVD. Écoutez, revoyons tous les films qu'on aurait aimés cette année, tous nos films que nos téléspectateurs n'ont peut-être pas encore vus. Alors, en fanfare. Eh ben oui, ils pourront se faire des petites soirées en fanfare avec ce très beau film. Ou alors toujours en musique avec ces sœurs prodigieuses. Les sœurs prodigieuses. Et les derniers films dont nous avons parlé, les musiciens. L'histoire de ce quatuor. Plein de soirées en musique avec aussi Monsieur Aznavour, avec Sylvie Vartan. Oui, alors le titre c'était Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Voilà, oui, c'est ça. Ma mère, c'est pas facile à retenir comme titre. Très joli, sur l'amour d'une mère juive marocaine pour son fils qui est né avec un pied beau. Et elle va lui faire franchir tous les obstacles et c'est très très joli. Ou sinon on peut aussi aller s'envoler au-dessus de la cordillère des Andes avec Syntex ou au-dessus de l'Alaska dans le dernier Mel Gibson, Vol à haut risque. Qui est plein de poésie et de... C'est un joli film. Je trouve qu'il est... tout n'est pas tout à fait rigoureux, je crois. Mais oui, d'après ses biographes ou d'après sa famille, c'était pas tout à fait exact. Mais c'était très poétique. On retrouve les textes de Syntex, qui est quand même le plus important. N'y allez pas si vous avez peur en avion, parce que là, vous ne décrochez pas du fauteuil du voisin. Voilà. Et puis surtout, n'allez pas voir non plus Vol au risque de Mel Gibson, parce que là, c'est pour les amateurs de sensations fortes. Bon. Non, voilà. Et puis, après, je pense qu'on va se retrouver pour le mois de septembre. Avec les sorties de septembre. Voilà. On aura, je pense, une année assez chargée, peut-être pas tout de suite dès le mois de septembre, mais il y a beaucoup de projets en cours. Hein. Il y a un nouveau film Dracula de Luc Besson. Luc Besson veut faire Dracula. Je ne suis pas sûr que vous aimiez tellement ce registre. Non, je vais éviter. J'aurais la curiosité de le voir. Est-ce qu'il va dépasser celui de Francis Ford Coppola? Je suis pas sûr, mais enfin, on verra bien. On verra, oui. Il y aura aussi un petit peu plus tard une nouvelle adaptation des Misérables. Très bien. Avec Vincent Lindon dans le rôle de Jean Valjean. Pour moi, ça promet, parce que Vincent Lindon, c'est plutôt un bon acteur. Ah, oui. Et encore un peu plus loin, on prépare une adaptation des Rois Maudits aussi. Bravo. On va voir ce que ça donne. Bravo. On s'active dans le cinéma français en ce moment. Vous avez plein de projets. Ouais. Merci beaucoup, pour l'instant, Renaud. mon projet, c'est d'aller les voir. Merci, quand ça sera sorti. Merci beaucoup et bon été. Très bon été à vous. Au revoir, chers amis TV Liberté. Chers amis, bonjour. Nous avons la joie et l'honneur de recevoir ce matin Luc-Olivier Dalgange. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes venu déjà à ce micro pour un très beau livre, L'âme secrète de l'Europe, et pour des propos réfractaires. Et vous vous attachez avec ce nouveau livre aux droits de l'âme. Les droits de l'âme, sous-titré Catena Aurea, c'est-à-dire la chaîne d'or. C'est dans la collection Théoria, c'est chez l'Harmattan, et cette collection est dirigée par Pierre-Marie Sigaud. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que cette chaîne d'or, s'il vous plaît ? Oui, alors c'est la Catena Aurea, c'est une notion d'origine néoplatonicienne, et qui indique le passage, la transmission de génération en génération d'une expérience intérieure particulièrement lumineuse et qui ira de Proclus, Plotin jusqu'aux poètes plus récents, Shelley ou Hölderlin, voilà donc. D'accord. Et je vais lire juste le premier paragraphe de votre prologue parce qu'il plante bien le décor. Quand bien même n'opposerions-nous point, en dépit de quelques joueuses euphonies, les droits de l'homme, les droits de l'âme, aux fameux et souvent incertains droits de l'homme, les premiers n'en seraient pas moins au-dessus dans la hiérarchie de nos attentes, de nos attentions, de nos fidélités. De même que le temps profond ne s'oppose pas à l'espace, la verticalité ne s'oppose pas à l'horizontalité. Elle la croise. Au demeurant, que serait l'homme, même avec sa majuscule un peu vaine, sans âme, ou dans le déni de l'âme ? Alors, nous vivons en effet dans une période où l'âme n'est plus honorée comme elle le devrait.
Oui, je pense même qu'on vit dans une époque qui est une véritable machine de guerre contre l'âme qui se manifeste dans l'expérience sensible, dans le langage. Il y a une machine de guerre contre la langue, il y a une sorte de totalitarisme qui est à l'œuvre, qui va s'immiscer jusque dans les usages les plus intimes et les plus personnels et les plus spontanés de notre langue. Voilà. D'ailleurs, il y a une distinction que faisait Hannah Arendt entre la dictature qui réprime ceux qui s'opposent à elle et le totalitarisme qui va s'infiltrer dans les usages intimes de la langue, de l'éthique. Et là, on a de la chance, on a les deux. Ah ben oui, voilà. Très. Alors, pour illustrer ce propos, vous nous donnez des portraits, une grande quantité de portraits, puisqu'il s'agit de 27 personnages, des personnages fabuleux, les uns que je connaissais, comme Léon Bloy, comme Donoso Cortés, comme Joseph de Maistre ou Nicolas Gomez d'Avila, et d'autres dont je ne connaissais pas grand-chose, et je suis ravie de les avoir découverts. Et alors, quel est le point commun de ces écrivains ou de ces poètes ? Alors, le point commun, c'est probablement le désir de sauvegarder justement le château de l'âme, de sauvegarder quelque chose d'essentiel, de sauvegarder l'essentiel, et de le transmettre avec une sorte d'amitié au lecteur. C'est-à-dire que, au fond, je me demande si la littérature, dans sa transmission, n'est pas une forme secondaire, mais quand même importante, de la communion des saints. C'est-à-dire qu'on transmet par amitié les pensées qui nous semblent les plus vives, les mieux à même de nous élever, de nous sauvegarder au prochain. Et voilà, donc ça fait une sorte de chaîne. Vous parlez d'amitié, mais il y a presque de l'amour. Vous citez Gomez d'Avila, les deux ailes de l'intelligence sont l'érudition et l'amour. Oui, Or, oui. Il y a peu d'érudition actuellement et beaucoup moins d'amour. Voilà. Oui. Donc il fait froid. Oui, voilà. C'est les auteurs qui constituent des sortes de contre-mondes au monde. Des cryptes secrètes dans lesquelles on peut se réfugier, mais pour en ressurgir mieux armé, mieux résolu. Alors le premier que vous exposez, qui est passionnant et qu'il faut lire, je ne les ai pas encore lus, je ne les ai lus qu'en extrait, c'est Joseph de Maistre et ses fameuses soirées de Saint-Pétersbourg. Oui. Alors, invitez-nous à lire ces soirées. Alors, alors, il y a quelque chose qui invite magnifiquement à lire les soirées, c'est l'exergue de l'ouvrage. Je serais presque tenté de le... Oui, absolument. De le lire, ou lisez-le, je ne sais pas. À mesure que notre chaloupe s'éloignait, le chant des bateliers et le bruit confus de la ville s'éteignaient insensiblement. Le soleil était descendu sous l'horizon. Des nuages brillants répandaient une clarté douce, un demi-jour doré qu'on ne saurait peindre et que je n'ai jamais vu ailleurs. La lumière et les ténèbres semblaient se mêler et comme s'entendre pour former le voile transparent qui couvre alors ces campagnes. Si le ciel, dans sa bonté, me réservait un de ces moments si rares dans la vie où le cœur est inondé de joie par quelque bonheur extraordinaire et inattendu, si une femme, des enfants, des frères séparés de moi depuis longtemps et sans espoir de réunion devaient tout à coup tomber dans mes bras, je voudrais que ce fût dans une de ces belles nuits sur les rives de la Neva, en présence de ces Russes hospitaliers. Sans nous communiquer nos sensations, nous jouissions avec délice de la beauté du spectacle qui nous entourait, lorsque le chevalier de B, rompant brusquement le silence, s'écria «
Je voudrais bien voir ici, sur cette même barque où nous sommes, un de ces hommes pervers, nés pour le malheur de la société, un de ces monstres qui fatiguent la terre. Et qu'en feriez-vous, s'il vous plaît ? Ce fut la question de ces deux amis parlant à la fois. Je lui demanderai, reprit le chevalier, si cette nuit lui paraît aussi belle qu'à nous. Oui, oui, ça c'est une magnifique introduction évidemment aux soirées. Alors les soirées Saint-Pétersbourg, évidemment, c'est un livre qui est consacré à la providence divine, au caractère indéchiffrable de la providence divine. C'est un dialogue entre le comte, le sénateur et le chevalier sur le cours du fleuve. Oui. Et qui invite d'ailleurs le lecteur à être le quatrième interlocuteur, et donc à trouver la nuit aussi belle que le cas échéant. Et c'était très beau aussi, parce que c'est une façon de rappeler que ses contemporains, et plus encore les nôtres, ont tendance à passer à côté des êtres et des choses, et à ne pas voir la belle nuit, à ne pas voir les êtres d'exception, les royautés secrètes des hommes et des femmes qui peuvent croiser, et donc de passer à côté de tout dans la fascination, et la fascination précisément qui est le contraire de la communion. Vous insistez beaucoup sur la nécessité de révérer l'instant. Oui. Et cet instant est finalement très balayé par des tas de choses, par le bruit. Oui. L'un de vos écrivains dit... il y a beaucoup trop de bruit, on est dans la prison des bruits. Là, en prison, il y a beaucoup de bruit. Oui, on est incarcéré dans le bruit, dans la distraction, dans la fascination, dans tout ce qui nous sépare de la présence réelle de l'instant. D'ailleurs, étymologiquement, l'instant, c'est stat, c'est ce qui se tient, c'est une image de l'éternité. Et vous montrez combien Baudelaire a écouté Joseph de Maistre. Oui. Lu. Ah oui. Maistre est le maître de Baudelaire. Les soirées de Saint-Pétersbourg est son livre de chevet. Ouais. Et même dans le style, d'ailleurs. Maistre était le maître de Baudelaire. Ouais. Baudelaire qui écrit « Il n'existe que trois êtres respectables, le prêtre, le guerrier, le poète. Savoir, tuer et créer. Les autres hommes sont taillables et corvéables, faits pour l'écurie, c'est-à-dire pour exercer ce que l'on nomme des professions. » Oui, là se manifeste le plaisir aristocratique de déplaire de Baudelaire. Oui, voilà. C'est du pur Baudelaire. Lequel Baudelaire n'était pas particulièrement démocrate, en tout cas aussi peu que Joseph de Maistre. Aussi peu que Joseph, peut-être même moins. Parce que, bien sûr, votre livre est une réflexion aussi très, très acide sur la prétendue démocratie. On va le voir avec... Nicolas Gomez d'Avila. Alors, il est connu pour ce livre qui s'appelle « Les horreurs de la démocratie », mais comme Ursula, depuis la Belgique, a décidé de poursuivre tous ceux qui étaient contempteurs de la démocratie, nous allons donner la traduction espagnole. Oui, scolis pour un texte implicite. Scoli, voilà, scoli, comme ça, on est à l'abri. Voilà. Pour un texte implicite, voilà. Mais pour un texte implicite, c'est très explicite. Oui. Ben, c'est-à-dire qu'il laisse émerger les fines pointes de sa pensée et laisse au lecteur le soin d'imaginer les transitions, les parties intermédiaires. Voilà. C'est une écriture insulaire, comme ça, aphoristique. Alors, son cheval de bataille, l'un de ses chevaux de bataille, c'est la bien-pensance. La bien-pensance, il lutte contre la bien-pensance. Il ne supporte pas cette bien-pensance. Ah oui, c'est un... Les certificats de morale. Oui. Ah oui, alors, par surcroît de ce monde de surveillance, de contrôle, de technologie, d'écran, de taxes, de tout ce qui cherche à nous exproprier de ce que nous étions, s'ajoute à ça une sorte de fausse morale
qui est une parodie, une singerie de morale qui est mue uniquement par le ressentiment et qui finit par s'en prendre de façon systématique, acharnée, hargneuse à toute éthique de tradition un peu ancienne et de toute éthique finalement noble qui ne cherche pas à nuire aux autres. Enfin, voilà, c'est-à-dire qu'à quoi bon une morale qui cherche à nuire, quoi. Enfin, et puis la morale de l'échange, on échange, voilà. On ne condamne pas. Et vous écrivez... Gomez d'Avila ne pactise point avec les forces qui les galvaudent et les ruinent. Ne nous attardons pas sur les roquets folliculaires qui furent lancés aux basques de ce livre magnifique. Il n'existe que pour en illustrer la pertinence. Ouvrez les guillemets. Le démocrate ne considère pas que les gens qui le critiquent se trompent, mais qu'ils blasphèment. Oui. Ça montre le côté religieux de cette démocratie. Oui, d'ailleurs, en fait, on a l'impression, on ne vit pas en fait dans une époque qui serait athée, héritière des Lumières du XVIIIe siècle, etc. On vit dans un religieux parodique, étouffant. Oui. Il singe la religion. Oui. Il singe la religion. Une singerie effroyable. Et alors, il est très redoutable. Vous écrivez, le démocrate fondamentaliste ne raisonne ainsi que dans les limites de sa folie procustéenne. Son amour de l'humanité, en général, ne s'accomplit qu'au mépris du particulier. La liberté d'expression ne lui vaut que strictement réservée à ceux qui n'ont rien à dire. La dignité humaine ne mérite à ses yeux d'être défendue qu'en faveur de ceux qui s'en moquent et s'avilissent à plaisir. Oui. On arrive aux théories de donner la mort dans la dignité. Oui, mais on y est. On y est, c'est-à-dire que ce qui est extraordinaire avec ces auteurs, que ce soit Maistre, Schubert, le Prince de Ligne et les autres, c'est que malgré tout, par une intuition extraordinaire, ils saisissent les premiers symptômes qui vont ensuite se développer de façon exponentielle à notre époque. Donc ils parlent de notre temps en parlant du leur. Et puis alors, le culte de, puisqu'on est en religion, le culte de la nouveauté, ça c'est aussi un syndrome de maladie angoissant. Oui. C'est bien parce que c'est nouveau. Oui, c'est nouveau. Et il faut chercher quelque chose de nouveau. Il faut chercher quelque chose de nouveau et surtout quelque chose qui consacre dans cette religion parodique l'obsolescence de l'ancien. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quand même une volonté de faire disparaître purement et simplement... Oui. Sous prétexte que cela relèverait du patriarcat, des formes... Des tas de vilaines choses. Voilà, toutes ces choses-là, de les faire disparaître. Et le nouveau, finalement, n'est qu'un prétexte au reniement, c'est-à-dire au dédire. C'est-à-dire qu'autrefois, les auteurs cherchaient à dire quelque chose, d'ailleurs, parfois de façon très juste, parfois de façon maladroite, peu importe. Et maintenant, l'époque est au dédire, c'est-à-dire de défaire la langue elle-même et la possibilité même de dire quelque chose. C'est-à-dire d'où toutes ces manœuvres avec la féminisation des mots, l'écriture inclusive, enfin bon, c'est-à-dire qui sont une façon de nuire à la langue elle-même, en fait, qui est notre bien commun par excellence. Oui, et qui est la porte ouverte à l'incompréhension, puisque on ne parlera plus la même langue. Oui. C'est le but, d'ailleurs, c'est ce que note très bien Gomez d'Avila, c'est-à-dire de créer une société où il n'y aura plus que des individus incarcérés en eux-mêmes, et ne pouvant plus du tout échanger avec les autres. Mais d'ailleurs, c'est déjà le cas, puisque on emploie, une certaine génération emploie des mots qui ne sont pas compris par une population jeune. Oui. Je me suis amusée d'ailleurs, parce que quand j'ai lu votre livre, j'ai pris mon dictionnaire. Oui. Enfin, c'est pas mon dictionnaire, c'est mon petit portable, parce que j'ai mon dictionnaire sur le portable. Et je me suis dit, mais Anne, c'est pas possible, il y a des tas de mots que tu ne connais pas. Euphonie. Oui, ce qui sonne ensemble. Voilà, oui. c'est un très joli mot. Oui. Mais
on apprend beaucoup de choses quand on vous lit. Luc Olivier, on apprend beaucoup de choses. C'est que j'aime les mots d'ailleurs. Oui, ça se sent. J'aime les mots et j'aime les mots parce qu'ils me rappellent de leur étymologie. Oui. C'est-à-dire qu'au fond, les mots ont tendance à s'user. Oui. Et si on ravive leur étymologie, on les comprend tout de suite. On les comprend parce qu'en fait, derrière chaque mot abstrait, il y a une image concrète. Oui, absolument. Vous parlez à un moment de quelque chose qui est paraclétique. Alors, je me suis dit, c'est pas olympique, c'est pas épileptique, paraclétique. Je n'avais pas vu qu'il y avait le paraclet. C'est le paraclet, oui, l'esprit saint. J'ai fini par comprendre. On revient au... Mais c'est presque un jeu quand on vous lit. C'est merveilleux parce qu'on participe à votre écriture, à la découverte de ces mots. Là, c'est Nicolas Gomez. Le monde moderne est arrivé à institutionnaliser avec une telle astuce le changement, la révolution, l'anticonformisme, que toute entreprise de libération est une routine inscrite dans le règlement de la prison. Voilà. On est obligé de se renouveler. Voilà, c'est exactement ça. C'est Philippe Muret, il appelait ça les mutins de Panurge. Oui, les mutins de Panurge, c'est-à-dire que voilà, le conformisme suprême, évidemment, c'est de se présenter comme un rebelle, de vouloir liquider les formes, au fond, de vouloir liquider toutes les formes. C'est les formes de la politesse, les formes du langage, les hiérarchies naturelles qui apparaissent dans la société. Évidemment, et là on est dans le conformisme suprême, et ce qui est suprêmement conforme est informe. Là, c'est ça le problème. Et qu'est-ce qui arrive à ceux qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas le changement, qui freinent du cas de fer? Ils sont condamnés à avoir le sentiment de défendre une cause perdue. Ou d'être les turiféraires d'un monde ancien qui reviendra. Oui. Il y a différentes possibilités d'aborder ça. C'est-à-dire que soit on pense qu'on défend une cause perdue, mais qu'on songe en même temps qu'il n'y a rien de plus beau qu'une cause perdue, et qu'au fond, une cause perdue, c'est déjà une victoire. Au fond, défendre une cause perdue, finalement, c'est une victoire sur soi-même, sur le destin, sur le monde. Oui. Donc finalement, elle est perdue, mais à sa conséquence est une victoire. Ou alors, il y a le retrait, c'est-à-dire que, on revient à Gomez d'Avila, quand il disait que le véritable aristocrate, c'était pas l'homme d'armes dans son château, mais que c'était le moine contemplatif dans sa cellule. Oui. Donc, où le monde entier peut se rassembler dans cette cellule, dans cette méditation. Alors, vous parlez des droits de l'âme. Et vous écrivez « L'âme cultivée, c'est celle où le vacarme des vivants n'étouffe pas la musique des morts. » Oui, ça c'est Gomez d'Avila encore. Oui, c'est entendre la musique, c'est le cœur des voix qui se sont tues, qu'évoque Peggy d'ailleurs. Qui se sont voilà. tues. C'est-à-dire que notre humanité, elle est faite tout autant des morts que des vivants, que de ceux qui vont naître. Et donc, D'ailleurs, sans mort, on n'a pas d'épaisseur. Mais non. Parce que ce sont nos grands-parents, arrière-grands-parents. Oui. C'est notre lignée. C'est ceux qui ont fait notre pays. C'est ça. Et au fond, là, c'est finalement la musique des morts. C'est la poésie. Finalement, c'est dans ce sens-là que la politique et la philosophie ont pour raison d'être de créer ou de recréer les conditions de la poésie, donc en fait de la musique. Oui. Vous publiez ce très beau livre, Le chant de l'orage lumineux. C'est un joli titre encore, ça. Collection Théoria, l'Harmattan. Alors, qu'est-ce que c'est que cet orage lumineux? Alors, en fait, c'est un grand poème en 10 stations qui
où je me laisse envahir précisément contre le monde de la planification par le monde des réminiscences. Donc des réminiscences voilà, virgiliennes, et ça jusqu'au baroque français, même jusqu'à Ezra Pound. Et voilà, ça, mais c'est difficile d'en parler, parce que finalement, le poème, il doit se... Vous avez raison. On va lire une strophe. Oui. Serment. Jamais, non jamais, nous ne renoncerons à dire ce qui nous enchante, à nommer les anges et les dieux, et cette jeunesse perpétuelle qui se dit en nous-mêmes avec la jeunesse du monde. Les censeurs, les puritains, je leur laisse leurs abstractions mesquines, leurs médisances, leurs travaux pour aimer les paroles belles dites, pour le songe et l'extase et le désir. Les paroles belles et grandes, les paroles anadiomènes, car elles viennent du grand large, sur ce rivage, élite fervente et rêveuse, elles viennent de cette césure de l'horizon entre le paradis et l'enfer, elles viennent de cette source du temps. On a l'impression que votre prose et vos vers arrivent par vagues. Oui, oui, oui. Hein Oui. Je ne me trompe pas? Ben, j'ai beaucoup écrit au bord de l'eau, d'ailleurs. Alors, les paroles anadiomènes. Qui sortent des flots. Qui sortent des flots. Comme la Vénus, comme l'Aphrodite anadiomène, qui vient des flots. Alors, quelle est l'étymologie de ce mot-là? Vous me direz, j'ai pas fait de grec. Qui sort des flots en grec. Je suis nul, oui, pas fait de grec. Oui, qui sort... C'est trop tard, mais je le regretterai toute ma vie. Et le rôle de la beauté joue bien sûr un rôle extrêmement important. Vous célébrez la beauté. Est-ce que la beauté est toujours bien à l'honneur aujourd'hui? Oui, enfin, non, c'est... Chez certains hommes, mais oui. Parmi nos élites politiques, dans la ville, ah oui, il y a, dans l'éducation. Effectivement, il y a un combat contre la beauté. La beauté est suspectée. Pourquoi elle est suspectée? Parce que pendant des siècles, elle a été célébrée, honorée, reconnue. Oui, la beauté était la fin, la finalité. Ouais. Presque de toute politique, au fond. Hein. C'est-à-dire que la royauté, quelle est la raison d'être de la royauté? C'est de susciter la beauté, d'honorer la beauté. Et précisément, pour cette raison-là, puisqu'on est passé quand même à une époque de morale robespierriste, il s'agit de couper la Et quelle tête. Morale! Voilà, et la beauté, c'est une phrase de Junger. Dans Junger, c'est profonde, et la haine qui s'accroît dans les cœurs vils contre la beauté. Donc il y a une haine contre la beauté. D'ailleurs, il suffit de voir l'art contemporain qui est promu avec... Enfin, je citerai même pas, je décrirai même pas ce que... On peut pas. C'est vrai, mais qui sont des manifestes contre la beauté. Ouais. C'est comment nuire à la beauté. Ouais. Et aussi d'un point de vue architectural, dans la gestion des cités, de Paris en particulier, on voit bien qu'il y a une volonté de nuire à la beauté, même simplement à la beauté qui est simplement due au hasard d'ailleurs. On voit très bien dans les villages, dans des petits villages provençaux, qui sont d'une beauté extraordinaire, mais c'est une beauté qui a été faite par le hasard. C'est des maisons qui se sont rajoutées aux maisons, et avec une sorte d'intuition qu'il fallait accorder les pierres à l'environnement et les choses des unes aux autres, une sorte de beauté qui n'est même pas une beauté à dessein. Bon, par exemple, Saint-Pétersbourg, c'est une beauté à dessein qui a été construite, mais des petites beautés villageoises qui sont tranquillement massacrées par des technocrates de mairie qui ne savent vraiment pas ce que c'est que la beauté. Je pense à ces ronds-points. Oui. Il y avait des ronds-points, il y avait des oliviers qui avaient 100 ans, qui étaient magistraux. Et bien non, on déplace le rond-point, on coupe. Voilà. On coupe l'olivier qui était là tout de même et qui surveillait ce rond-point et on rajoute, alors on aménage, comme on dit, ce mot est épouvantable parce que c'est toujours pour quelque chose de laid, toujours. D'ailleurs, couper un olivier autrefois dans la Grèce antique, c'était puni de mort. Hein. Ah oui.
Voilà, il faudrait restaurer certaines anciennes lois. Oui, de même que brûler les forêts. C'était oui. plus... Napoléon brûlait, condamnait à mort les gens qui... Oui. Absolument. Donc maintenant, on dit seulement qu'ils sont fous. Et vous avez des propos très... Enfin, il a des propos très amusants aussi sur le catholicisme et ses petites déviances. L'obéissance du catholique s'est muée en une docilité infinie à tous les vents du monde. C'est une phrase très poétique pour dire que on a laissé le monde rentrer dans l'Église. Voilà, oui. Alors que la raison d'être, c'était d'être précisément quelque chose qui est hors du monde et hors du temps, et auquel on pouvait se référer, ne serait-ce que parce que c'est hors du monde et hors du temps. Oui. Et même les non-catholiques pouvaient se référer à ce qui était hors du monde et hors du temps. Donc il existe dans le monde, qui est voué à une sorte de cascade de désastres, quelque chose qui existe en dehors du monde et du temps, et qui est au fond quelque chose de rassurant, avec la possibilité de la contemplation, d'aller s'y recueillir seul. C'est aussi un des propos des églises catholiques, c'est qu'on peut y venir seul, et c'est pas forcément à heure fixe, un acte collectif ou... La condamnation est terrifiante. N'ayant pas obtenu que les hommes pratiquent ce que l'Église enseigne, l'Église actuelle a décidé d'enseigner ce qu'ils pratiquent. Voilà. Oui. Là, c'est grave. Ah, mais c'est terrible, c'est une inversion totale. Là, le mot subversion, effectivement, a un sens précis. C'est-à-dire qu'il s'agit de subvertir ce qui était... Vous avez, bien sûr, consacré un chapitre à Léon Bloy, qui est toujours enthousiasmant. Vous parlez de Léon Bloy, l'intempestif, et qui a écrit en 1910, et en fait... avant de savoir toutes les catastrophes qui allaient arriver. Et il les avait prévues. Oui, il dit tout ce qui est moderne est du démon. Et, parce qu'en fait, ce qui est passionnant chez Léon Bloy, enfin, beaucoup de choses sont passionnantes chez Léon Bloy. Déjà, l'écrivain, fastueux, mais surtout qu'il a une vision, c'est sa conception du temps. C'est-à-dire qu'il pense qu'il y a un temps profane, et qu'il y a un temps sacré, et que le temps profane se laisse déchiffrer par le temps sacré. Et donc ça ouvre effectivement aux intuitions, si on réussit à se placer en dehors du temps profane de façon un peu surplombante, on voit les signes et ce que ces signes annoncent, au fond. Voilà. Il y a des tas de gens que je ne connaissais pas du tout. Maurice Magre. Ah oui, il y a un très très beau chapitre sur le prince de Ligne, la morale du prince de Ligne. Voilà. Parlez-nous, s'il vous plaît, du prince de Ligne. Oui. Alors, alors, moi j'aime beaucoup le prince de Ligne. Et en effet, il nous permet de voir ce que la morale est devenue par son prisme, par son regard. Et lui, ce qu'il reproche le plus aux moralisateurs, c'est leur outrance, c'est l'importance qu'ils se donnent à eux-mêmes, c'est leur façon de juger, de déprécier ce qu'ils ne comprennent pas. C'est leur manque de simplicité, au fond, leur manque d'humilité. Prince de Ligne est un auteur qui fait l'éloge de l'humilité, de la simplicité, de la dévotion humble, simple, sans... Et il est prince. Et il est prince. Et ce qu'il reproche le plus, d'ailleurs, c'est aussi l'importance, qui s'appelle l'importance que les gens se donnent dans leur dévotion, dans leur morale, etc. Alors que si le premier péché est l'orgueil, voilà, donc il faut s'en souvenir. Vous écrivez, Luc Olivier, « Notre temps est aux justiciers. C'est dire à l'outrecuidance fondée sur la méconnaissance de la nature humaine. Punir est la grande affaire de ces esprits à la fois naïfs et retors. Naïfs car ils s'imaginent accroître l'empire du bien, alors qu'ils ne font que leur propre bien, au détriment d'autrui,
et retors, car l'usage excessif de la mauvaise foi, qui est le filigrane de leurs arguties, en fait des sophistes controuvés et perpétuellement menaçants. À l'inverse, le style du prince de Ligne témoigne du juste qui est plus profond que la justice, de même que le civilisé est plus profonde que la civilisation. Il est souvent de la justice de ne pas faire justice, dit le prince de Ligne. Et on est en plein dedans. Tous ces procès pour des gens qui ont... Voilà. Ça, on a l'impression qu'il avait prévu... Une kyrielle de procès, enfin, c'est effrayant. À des peines financières qui vont ruiner les gens. Tout simplement parce qu'on a dit quelque chose qui ne leur déplaisait. Voilà. C'est l'aspect vengeur... le ressentiment, l'aspect vengeur et la disparition de toute civilité. C'est-à-dire que c'est ce à quoi il est porté atteinte, effectivement, c'est la civilité, celle qu'aime le prince de Ligne, celle qui est il dit, je n'ai eu que des bonheurs d'enfant, et je n'ai jamais connu... la jalousie, voilà. Un homme heureux. Oui, non, c'est tout à fait fantastique. Alors, Joseph Joubert, je ne sais pas qui est Joseph Joubert. Oui, alors Joseph Joubert, c'est un écrivain très très intéressant, très méconnu, peut-être même un peu difficile à trouver en librairie, qui était à l'Ami de Chateaubriand. Oui. Et que Chateaubriand a publié pour la première fois. Mais qui n'est pas un écrivain ayant constitué une œuvre, mais un écrivain ayant écrit des pensées, des notes, des correspondances, très belles correspondances, et qui est à la frontière, au fond, du moralisme du XVIIe siècle et du penseur du XIXe. En fait, il est entre les deux. Il est entre les deux parce qu'il y a quelque chose de plus spirituel que le moralisme du XVIIe siècle, ou même après, ou que Rivarol, ou que Vauvenargues, ou La Rochefoucauld. Et ce qui est très touchant chez Joseph Joubert, c'est qu'il note, aussi un peu comme Gomez d'Avila, mais de façon encore plus spontanée, les fines pointes de ses pensées. Et par exemple, il y en a une qui illustre parfaitement ce qu'on disait précédemment. Les bons sentiments mènent à la cruauté, cherchez comment. C'est parfait. C'est là, il est merveilleux. Et ça, on a l'exemple de ces bons sentiments redoutables aujourd'hui. Vous célébrez Dominique de Roux. Oui, oui. Dominique de Roux, c'est un auteur qui m'a donné le courage de... Je me souviens une fois, j'avais trouvé la collection complète de la revue Exil dans une librairie que j'ai achetée, et j'y trouvais à peu près tout ce que j'aimais déjà et tout ce que j'allais aimer par la suite, en quelque sorte. Donc c'est un véritable viatique qui m'a été un viatique pendant très longtemps. Et oui, voilà. Je crois que votre livre peut être ce viatique à son tour, parce que on y retrouve des réponses aux questions que l'on se pose, on y retrouve des esprits extrêmement brillants et lucides. Henri Montaigu. Oui. Alors c'est une autre grande rencontre. Pareil. Alors là, c'est un peu différent. C'est un libraire à Toulouse, Monsieur Housset, qui m'avait offert la collection complète de la Place Royale en me disant c'est pour vous. Et donc j'avais lu. C'était une revue d'inspiration royaliste dans laquelle écrivait Philippe de Saint-Robert, Barthelet, des amis, mais qui était dirigé par Henri Montaigu, auquel j'avais envoyé un article. C'était un des premiers à m'avoir publié un article, et j'ai rencontré par la suite, et il a une œuvre, alors malheureusement difficile à trouver, excepté La Couronne de feu, une histoire symbolique de l'histoire de France qui a été rééditée récemment.
Voilà, qui est un très beau livre, qui est un livre à la fois historique et poétique, l'histoire symbolique de la royauté, et qui était poète aussi, qui a écrit le traité de la foudre et du vent, qui a écrit un très beau roman qui s'appelle Le Cavalier bleu, qui avait été publié chez De Noël, mais qu'on ne trouve plus non plus, une sorte de cheminement initiatique d'un cavalier. Voilà. En tout cas, vous nous donnez beaucoup d'ouverture de lecture. Et Henri Bosco, oui, bien sûr. Roger Nimier, oui. Julien Gracq, Jean-René Huguenin, René Char, Erza Pound, Malcolm de Chazal. Donc on a l'impression que c'est tous vos frères et tous vos amis que vous présentez. C'est des amis, ouais. C'est des amis. Je poursuivrai d'ailleurs, il y aura un second tome. Mais c'est très important parce qu'en fait, vous nous prenez par la main et on se dit, mais oui, il faut que je découvre cet homme. Voilà, oui. Et évidemment, ils sont tous dans le même état d'esprit, à cultiver l'âme, à enrichir l'âme, à préserver l'âme. Et donc, ils répondent tous parfaitement à votre titre, Les droits de l'âme. Luc Olivier, je crois que ce livre sera un très beau livre à lire cet été, parce que l'été est un temps où on a le temps de lire. Puis je voudrais vous remercier d'être venu lire rue Monsieur à cette fête, à ce salon du livre, parce qu'en fait, c'est un peu ce que j'essayais de faire, c'était de réunir les écrivains, les grands écrivains que j'aimais, qui sont venus à ce micro pour qu'ils rencontrent leurs lecteurs. Et je dois vous dire que les lecteurs étaient très heureux de vous avoir rencontré. Oui, oui. Vous avez eu cette impression ? Moi, très heureux de les avoir rencontrés aussi. Hein, ces salons du livre, parce que bon, les grands salons du livre où il y a vraiment tout et n'importe quoi, l'élevage du ver à soie à côté de la meilleure technique de yoga, et voilà, bon, c'est très bien, mais un petit salon où il n'y a que des grands écrivains, c'est quand même fantastique. Ah ben c'est fantastique, oui. Et puis les écrivains choisissent leurs lecteurs, enfin sans faire exprès. Absolument. Et donc ils amènent des lecteurs qui deviendront peut-être eux-mêmes des écrivains. Oui. Oh, puis les lecteurs choisissent leur écrivain. Voilà. Il y a une espèce de symbiose fantastique. D'élection réciproque. Et il n'y a pas de plus grand bonheur. Quand on aime le même livre, cela crée déjà des liens d'amitié extraordinaires. C'est vraiment la plupart de mes amitiés sont venues parce qu'on partageait l'admiration pour une œuvre. C'est une autre chaîne d'or. Voilà, exactement, vivante, incarnée. Oui. En tout cas, merci beaucoup d'être venu de votre lointaine campagne. Voilà. Au Kremlin-Bicêtre pour nous parler des droits de l'âme, la chaîne d'or. C'est une collection Théoria chez l'Harmattan. Et puis, ces très beaux poèmes, Le chant de l'orage lumineux, avec un très joli tableau. C'est ce couple qui regarde vers l'horizon, qui est sur un bateau à la proue. C'est très joli. Toujours chez l'Harmattan, collection Théoria. Et le prochain, alors, votre prochain livre sort ? Alors, le prochain sera probablement un journal. Oui. Un journal sur une période donnée et qui rassemble justement un exercice en quelque sorte de ne pas passer à côté des êtres et des choses et de les saisir au vif au fur et à mesure de leur apparition. Je ne sais pas encore exactement, parce que j'ai plusieurs tomes, et là, il faudra que je discute avec votre éditeur. Avec mon éditeur, oui. Merci beaucoup, Luc Olivier d'Algange. En tout cas, je peux vous dire, chers auditeurs, téléspectateurs, que l'enchantement qui s'échappe de ces livres est très puissant. Merci beaucoup. Très bel été. Merci. Très bel été, chers amis de TV Liberté. Et on se retrouve en septembre, bien sûr. Au revoir. Au revoir, Luc Olivier. Au revoir, merci.